Salut à tous et bienvenue dans le podcast Data Buzzword. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thibaut Neveu. Donc Thibaut Neveu qui est un célèbre YouTuber, encore jeune, 23 ans. Et on va discuter un petit peu aujourd'hui avec Thibaut. Salut Thibaut, ça va ? Salut. Alors célèbre YouTuber, je ne sais pas, mais en tout cas j'essaye. Non, ça va, t'es bien. T'as quoi ? T'as 2500 abonnés, 2700, Ouais, à peu près. 2777, 777, c'est le diable. C'est ça. Ah non. On se rapproche des 3000. On se rapproche des 3000. Donc, alors parle-nous un petit peu de toi. Qu'est-ce que t'as fait comme parcours et puis comment t'en es devenu YouTuber à terme. Mais écoute, là je suis en 5e année donc Epitech, donc en master, donc 2e année de master, et j'ai commencé à m'intéresser à l'intelligence artificielle pendant ma 2e année. Ensuite, j'ai du coup pas mal investi mon temps à me former à côté de mes études, en même temps que mes études du moins sur l'IA. Et donc ça m'a amené à rejoindre une équipe de recherche chez Omano. Donc Omano, c'est une entreprise qui travaille sur des applications pour des robots sociaux. Donc où le but c'est d'interagir avec les humains. Et j'ai donc rejoint l'équipe de recherche et je travaillais donc sur des applications de deep learning où j'analysais le comportement des utilisateurs pour pouvoir interagir en fonction de leur. Donc il y avait une sorte d'empathie en fait qui se créait entre le robot et l'humain. Donc je travaillais sur ces use cases là. Ensuite j'ai passé 1 an en Angleterre durant ma 4e année à me focaliser sur de la recherche essentiellement. Donc j'ai fait pas mal de renforcement, j'ai approfondi mes connaissances en machine learning. Et pendant cette 4e année, j'ai aussi du coup commencé la chaîne YouTube dont tu parlais, où j'ai commencé un peu à partager ce que j'apprenais de mon côté avec les utilisateurs. Et aujourd'hui, je suis revenu donc en France et donc là, je continue sur de l'éducation aussi dans mon école, en attendant de rejoindre l'équipe de recherche de chez Samsung pour faire de la recherche en machine learning. Ah, c'est excellent, c'est excellent. Tu dis que tu l'as commencé, mais je te charriais un petit peu avant l'émission. En fait, elle a commencé il y a 5 ans. T'as fait quand même du PHP avant de présenter du PHP. Je l'ai laissé parce que je pense que c'est important de se remémorer un peu ces bons moments quand on commence les choses. On voit un peu déjà la voix qui change, on voit le comportement qui change et le code qui change. Et du coup, je l'ai laissé pour ça parce que c'était marrant. J'avais commencé quand j'avais 17-18 ans. Du coup, je faisais encore du PHP à cette époque-là et j'avais bien aimé. D'ailleurs, c'est ma vidéo qui a le plus de vues, c'est ma vidéo de PHP pour comment créer son forum en PHP. D'accord, c'est un petit... Effectivement. Je sais pas si c'est une fierté ou pas, mais c'est le cas en tout cas. Non, mais c'est cool, il faut bien commencer quelque part. Et puis, en étant autodidacte aussi, on commence bien avec du PHP et puis après on monte au fur et à mesure. Du coup, là, je regardais ta chaîne, t'as quand même les 5000 vues, 6000 vues, etc. par vidéo, c'est quand même hyper impressionnant. C'est quoi ton sujet préféré, le sujet que tu préfères aborder avec tes étudiants du coup? Là, actuellement, du coup, moi, je suis surtout sur ma chaîne actuellement, je suis beaucoup sur du technique. Donc, sur ma chaîne, j'ai vraiment commencé sur comprendre le machine learning, donc les bases. Donc, je suis allé vraiment aux bases, donc c'est-à-dire les bases mathématiques. Et l'intuition mathématique, il fallait réussir à construire pour pouvoir comprendre le machine learning. Je pense que il y a beaucoup d'approches qui sont différentes pour former les gens en IA. Il y a des approches où on essaye de vulgariser au maximum pour avancer directement sur des use cases pratiques. Et il y a des approches totalement opposées où où du coup on essaye vraiment de comprendre les maths avant d'aller finalement sur du code. Donc ça, c'est l'approche que moi j'ai essayé de prendre. Donc j'ai perdu forcément des gens pendant cette approche, mais j'en ai séduit d'autres. Et finalement, forcément, il faut tout pour faire un monde. Donc l'éducation, c'est pareil, il faut un peu n'importe quel type de contenu pour pouvoir finalement séduire tel type de personnes. Donc moi, sur ma chaîne, c'est cette approche-là que j'ai prise. Et quand tu dis que tu as formé à l'IA, on s'entend qu'il y a plusieurs choses dans l'IA. J'aime bien souvent dire qu'il y a trois éléments. Il y a les systèmes experts qui sont très très vieux. Il y a le machine learning plutôt classique, qui sont en fait, on va dire, les statistiques qui ont été revisitées. Et puis il y a le deep learning, et souvent les gens confondent deep learning et IA. Ouais. Toi, dans ces trois composantes, est-ce que tu abordes les trois ou tu abordes une plus que l'autre, ou comment ça se passe? Alors moi, sur la chaîne, j'ai surtout apporté, du coup, en fait, j'ai rapidement amené les gens en nommant qu'on était en train de faire du deep learning.
Après, des fois, finalement, c'était simplement quand j'ai commencé, c'était simplement une simple régression. Donc, on peut pas forcément encore l'appeler deep learning. Mais voilà, j'ai pris en fait la position de dire deep learning dans le sens où c'était là où je voulais les amener, c'était le but final. Et après, je suis pas forcément toujours super accroché au terme précis. Je veux dire, si des fois quelqu'un dit machine learning à la place de deep learning, c'est pas quelque chose de grave pour moi. C'est pour moi, surtout dans la manière dont on parle dans les médias, il y a tellement d'erreurs qui sont faites et tout, que finalement l'important c'est d'en faire et de faire des choses concrètes avec. Après, si tu te trompes en l'appelant machine learning ou IA ou deep learning, c'est pas si grave. Moi, du coup, tu dis ce qu'on fait avec chien versus chat, c'est une de tes vidéos. Alors, chien versus chat, pour ceux qui écoutent, hein, c'est un peu le 101, comme on dit, c'est la base, c'est le hello world du deep learning, hein, C'est ça, ouais. aujourd'hui de la reconnaissance d'image. Donc ça me fait bien rire quand tu dis il faut des use cases. On a tous un use case, on détecte un chien ou un chat, c'est classique. Mais non, mais effectivement, il y a plein de use cases dans la vraie vie pour l'image, le son, etc. Sur le deep learning, et il y en a beaucoup aussi sur le machine learning. Et toi, dans tes recherches, du coup, qu'est-ce que tu vois apparaître comment est-ce que tu l'utilises? Tu utilises plutôt du deep learning, plutôt du machine learning? Et si oui, pour quel usage? Dans les recherches que j'ai faites, je me suis principalement focalisé sur de l'apprentissage par renforcement. Donc l'apprentissage par renforcement, c'est encore du coup un sous-ensemble, un nouveau paradigme en fait dans l'IA, on va dire. Et donc le deep learning, en fait, dans cette partie-là, donc dans la partie du renforcement, c'est vraiment c'est vraiment un petit composant finalement de tout l'algorithme final qu'on va simplement utiliser pour comprendre, pour pouvoir créer une abstraction de l'état dans lequel se trouve un agent. Donc le renforcement, pour faire court, c'est un agent qui évolue dans un environnement et qui essaye de maximiser une récompense dans son environnement. Et donc du coup, ça crée des agents comme on le connaît, du type sur AlphaGo ou sur Dota 2 récemment. Et sur ces composantes-là, finalement, le deep learning, il arrive simplement sur une petite partie, quoi. Sur le renforcement, il y a vraiment plein de sujets de recherche, que ce soit sur la généralisation, sur l'exploration, comment faire en sorte que l'agent explore son environnement comme il faut, comment faire en sorte que l'agent il puisse utiliser ses connaissances d'un domaine vers un autre. Et donc ça, c'est ces thématiques-là qui m'intéressent le plus actuellement. Ok, donc là, pour remettre un petit peu dans le contexte, donc l'approche par renforcement, ce sont deux réseaux neuronaux ou deux IA, parce que ça peut être aussi du machine learning, qui sont en train de essayer de se tromper mutuellement. Enfin, en tout cas, il y en a une qui essaye de tromper l'autre, et la seconde, elle essaie de deviner si oui ou non elle s'est fait tromper, et ainsi s'entraîner. Alors ça, c'est une des approches, mais on peut aussi avoir l'approche où il n'y a qu'un seul agent qui finalement découvre l'environnement par lui-même. Il n'a pas forcément un opposant. Il n'a pas forcément un opposant, donc t'es pas obligé de faire des adversarial network. Toi, tu travaillais plus sur des renforcements reinforced learning simples. C'est ça. La technique, en fait, elle marche très bien pour les GAN. C'est vraiment magnifique ce qui peut se faire justement sur cette technique-là. Parce que tu parlais d'AlphaGo. AlphaGo, typiquement, c'est deux IA qui se battent ensemble pour générer des nouveaux jeux qu'ils n'auraient jamais vus en vidéo, qu'ils n'auraient jamais vus ailleurs, et donc créer des nouvelles méthodologies. Mais toi, tu parles plutôt d'un renforcement avec un seul agent. Disons que ça peut être. En fait, les deux sont intéressants en fait, à travailler à partir du moment où déjà on inclut un deuxième agent pour affronter. C'est encore un nouveau thème de recherche en fait finalement sur comment faire collaborer les deux comme il faut. Il y a peut-être 5-6 ans en arrière, on aurait pensé que c'était presque impossible d'utiliser certains algorithmes actuels du renforcement en one-to-one. Et aujourd'hui, ce que OpenAI a réussi à faire, c'est ils ont réussi à publier en fait dans leur recherche, ils décrivent une solution justement pour pouvoir combiner correctement deux agents pour qu'ils arrivent à apprendre en même temps. Parce que le problème de mettre deux agents qui apprennent en même temps, c'est que des fois il y a une instabilité qui se crée entre les deux agents et finalement les deux agents n'apprennent plus. D'accord. Voilà. Donc, et est-ce que tu peux nous parler justement d'un peu OpenAI? Là, tu le mentionnes rapidement. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que fait cette fondation? C'est une fondation qui a été créée il y a, j'étais peut-être une bêtise, je dirais 5-6 ans. Je sais pas si, je crois que c'est à peu près ça. Ça a été, il y a beaucoup du coup d'acteurs dans l'IA qui ont contribué justement à faire grandir cette fondation-là et qui du coup c'est une fondation qui est vraiment orientée vers de la recherche et faire en sorte qu'on utilise correctement la recherche. C'est-à-dire que là on mentionne OpenAI sur des jeux,
Mais l'idée, c'est vraiment pourquoi on choisit des jeux, c'est pour faire de l'expérimentation en fait, parce que les jeux, c'est vraiment un terrain d'expérimentation immense sur lequel on peut développer de super algorithmes. Et si on arrive à développer ces algorithmes dans des jeux, on peut les réutiliser dans d'autres domaines de la vie courante qui deviennent vraiment utiles, quoi. Récemment, il y a eu une étude qui est sortie là, je crois que la semaine dernière sur ils ont entraîné en fait par renforcement des drones à naviguer en fait naviguer sur un territoire pour pouvoir repérer des feux de forêt. Et ça a été par du renforcement en fait. Et OpenAI en fait, il pousse vraiment les limites de la recherche pour qu'ensuite on puisse réutiliser ces bouts de recherche sur des applications du monde réel. Et c'est ça qui est vraiment important. Cool. Donc super intéressant, OpenAI, cofondé en tout cas par Elon Musk. Aussi, ouais. Donc j'ai regardé, c'est 2015. 2015, j'étais 3 ans d'erreur. Mais donc effectivement OpenAI, ils ont open sourcé, je pense, des frameworks sur lesquels on peut s'appuyer, si je dis pas de bêtises. Ouais, et donc toi, tu utilises ces frameworks dans tes recherches ou juste comme ça à titre perso? Ce que j'avais fait l'an dernier, en fait, c'est que j'avais envie de toucher un peu à la version navigateur de TensorFlow, donc TensorFlow JS qui a été réalisé en début d'année. Et donc, j'avais envie de faire du renforcement dans le navigateur. Voilà, je m'étais dit, j'ai envie de faire ça dans le navigateur parce que c'est aussi, il y a mon esprit un peu éducateur qui a joué un rôle là-dedans parce que c'est du coup plus facile à partager le travail que j'aurais fait du coup dans le navigateur avec n'importe qui. Donc, j'ai décidé de tout faire dans le navigateur et donc j'ai pas utilisé les outils d'OpenAI qui eux seraient, c'est en Python directement sur l'ordinateur qu'il faut l'installer. Et donc du coup j'ai créé mon propre environnement en fait pour faire du renforcement que j'ai publié en ligne, qui peut être après utilisé par n'importe qui aussi pour n'importe qui voudrait faire du renforcement dans le navigateur. Donc en gros, tu as fait un framework de reinforcement learning avec du JavaScript. C'est ça. D'où l'intérêt d'avoir des vidéos de JavaScript il y a 5-6 ans. On réutilise ses compétences comme on peut. Mais je pense que c'est super important en fait d'essayer de se diversifier, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas forcément qu'un seul framework dominant simple qu'on puisse. En fait, si quelqu'un qui veut faire du renforcement, qu'il soit pas forcément obligé de faire du Python, que si lui il est à l'aise dans JavaScript et qu'il a envie de commencer à faire de l'IA, faire du renforcement, qu'il puisse se dire je suis à l'aise dans JavaScript, je vais utiliser un framework, un environnement qui est directement dans le navigateur. Et c'est comme je disais en fait en début de vidéo, c'est plus en fait on diversifie le contenu éducatif, plus on va être capable de toucher le monde et de faire grandir les personnes avec soi, quoi. Donc voilà, je pense que il n'y a pas énormément d'environnement dans le navigateur pour faire du renforcement, donc je pense voilà que du coup mon projet avait été bien accueilli quand je l'avais publié sur Twitter et sur GitHub il y a quelques mois. Cool. Et donc ça c'est sur ton GitHub, donc Thibaut 73800. C'est ça. Et donc le repo est disponible pour tout le monde. Il n'est pas privé, il est public. Donc c'est absolument génial. Ouais. Et du coup, alors tu parlais d'éducatif, ça m'intéresse vachement. Comment est-ce que tu vois, toi, la manière dont on doit amener ça dans l'éducation, que ce soit au niveau des ingénieurs ou même un petit peu, peut-être même avant les ingénieurs, dans le monde éducatif en règle générale, comment est-ce qu'on doit aborder ça, l'aspect IA qui va quand même révolutionner nos sociétés? Dans l'aspect IA, avant l'aspect technique, donc moi là c'est l'aspect technique dont je me charge, il y a tout l'aspect en fait sensibilisation, et ça c'est quelque chose par exemple que fait très bien Actua qui tous les jours en fait essaye de publier du contenu. Donc Actua c'est quasiment, je pense aujourd'hui la première plateforme en France qui publie du contenu régulièrement sur l'intelligence artificielle, et toute cette partie de la sensibilisation en fait sur les usages de l'IA, en fait, comment l'IA peut impacter en fait le monde réel. Ça c'est quelque chose qui est super important pour que n'importe quel Français aujourd'hui soit capable de comprendre les enjeux qui sont liés, quoi. Donc ça passe par là, cette sensibilisation déjà d'une part, et ensuite ça passe aussi du coup par monter les gens en compétences. Et donc ça c'est plus du coup les choses dont moi je me charge. Est-ce que tu penses que on devrait mettre peut-être de l'IA dans l'éducation d'un peu tout le monde, pas forcément, je veux dire, sur des cours théoriques, mais peut-être de la compréhension de comment les machines vont interagir avec nous dans le futur, etc. Ou tu penses que c'est des choses qui vont venir naturellement? C'est pas quelque chose qui va venir naturellement. C'est que le problème, c'est qu'aujourd'hui, je vois encore des personnes qui
dans mon entourage proche qui me disent par exemple, qui récemment me disent je me suis formé là pour être conducteur train, comme ça c'est un boulot qui sera stable et pour les 10 prochaines années je pourrais être conducteur train, c'est super cool. Moi, dans ma tête, j'ai cette autre vision-là qui est pas une vision tech finalement, c'est juste une vision que tout le monde devrait avoir, cette vision de comprendre finalement que ce genre de métier-là, ça va être remplacé. Et pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on est capable d'émuler de faire conduire des voitures autonomes sur la route. Si la seule raison pour laquelle les trains aujourd'hui n'ont pas été automatisés, c'est encore parce que ça relève du domaine du public. Et dans 10-15 ans, ça m'étonnerait pas qu'il y ait plus de conducteurs train dans un train. Donc voilà, c'est ce genre de métier-là, en fait, qu'il faut sensibiliser les personnes à tous ces gens-là pour qu'ils comprennent, en fait, comment la société va évoluer. Et notamment, du coup, quand les personnes se forment sur un métier qui tend à disparaître, je trouve que c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu cette sensibilisation qui a été faite au préalable. Et comment est-ce que tu penses qu'il faut résoudre ? Peut-être qu'il n'y a pas de solution tout de suite, mais c'est quand même une question de société. C'est quoi pour toi les solutions de substitution à ça ? Solution de substitution, la solution de substitution, en fait, alors déjà, il y a déjà nous, notre manière personnelle, les acteurs en fait qui sont déjà aujourd'hui dans l'intelligence artificielle, c'est du coup de leur rôle de sensibiliser en fait leurs proches, sensibiliser sur internet toutes les personnes au maximum justement pour qu'un maximum de personnes soient touchées. Donc il y a déjà ce rôle-là à titre individuel que chacun en fait devrait avoir quand il est acteur dans la technologie aujourd'hui. Et il y a aussi du coup toute la partie du coup qui relève plus de la politique, c'est aujourd'hui en France, on puisse instaurer dans l'éducation, donc dès le plus jeune âge, je dirais le lycée quand l'orientation commence à se faire, qu'on puisse instaurer finalement une sensibilisation à toute la technologie et qu'on repense un peu la manière dont on oriente les étudiants aujourd'hui au lycée quand ils pensent à leur métier futur. Ok. Hyper intéressant, je pense que tu as beaucoup de choses. Et du coup, quand on parle de ça, on parle d'évolution de métier, mais le métier de l'IA, il va aussi évoluer. On en parlait juste avant. Toi, tu disais, les gens aujourd'hui qui se forment sur du GPU, il faut déjà qu'ils pensent à l'avenir. Il va peut-être y avoir les ordinateurs quantiques qui vont arriver, etc. On comprend pas encore tout ce qui se passe, mais c'est quoi ton avis sur la question ? Enfin, qu'est-ce que tu observes aujourd'hui ? Aujourd'hui, oui, quand on fait de l'IA, oui, on utilise soit du CPU. Du coup, on attend 2 heures, 3 heures, une journée devant son ordinateur. Soit on utilise du GPU. Et donc, bon, là, le pont entre CPU et GPU est assez facile à comprendre. Par contre, le pont entre GPU et ordinateur quantique, là, il est beaucoup plus compliqué à comprendre pour les futures années. Même moi, je le comprends pas encore beaucoup, même si je m'y intéresse. Et ce sera sûrement, oui, le métier va forcément évoluer dans le sens où je pense que dans 5-10 ans, aujourd'hui, au lieu d'utiliser du GPU sur le cloud, on utilisera du quantique. Mais du coup, ça va aussi changer nos manières d'aborder les algorithmes, de penser les algorithmes pour pouvoir les utiliser, finalement utiliser la machine quantique à son maximum. Je pense que les choses peuvent aller très vite. C'est pas plus tard de la semaine dernière, il y a eu un papier qui a été sorti sur, donc dans les médias, ça a été la création de la vie dans une machine quantique. De manière un peu plus pragmatique, ça a été juste un algorithme génétique qui a été en fait transformé pour pouvoir tourner dans un ordinateur quantique. Et finalement, on voit que déjà dans la recherche, ce genre d'application commence à émerger. Et ça m'étonnerait pas que dans 2-3 ans, on ait déjà un framework de fonctionnement pour pouvoir faire la traduction d'un algorithme de machine learning qui fonctionne aujourd'hui vers un algorithme quantique. Et à partir de là, à partir du moment où il y aura cette traduction qui sera possible, à mon avis, on pourra commencer à tendre sur de l'utilisation du quantique poussé, quoi. Moi, personnellement, j'ai encore du mal à comprendre les ordinateurs quantiques. J'ai eu des papiers, etc. C'est encore hyper mystérieux et je serais vraiment ravi qu'il y ait une des personnes... S'il y a une personne qui comprend ça en France, qui vienne dans l'émission, on sera vraiment heureux de l'accueillir. Puis à ce moment-là, on te réinvitera aussi pour qu'on discute de la manière dont on peut implémenter ce genre de choses. Je pense qu'il y a un YouTuber que je suis beaucoup qui est super intéressant. Donc j'ai oublié son nom, mais il est de la chaîne Science for All. Et donc il publie vraiment des choses super, autant sur le côté mathématique, sur le côté philosophique. Il fait pas vraiment de beau contenu et je pense que son background en fait mathématique fera je pense qu'il aura de très bons avis à partager sur le quantique. Eh ben on est hyper preneur de ça, on va essayer de ramener ce type de personnes dans le futur pour comprendre ce qui se passe aussi.
Et si on reste un peu plus pragmatique, du coup, CPU ou GPU, je pense que t'as à moitié répondu à la question. C'est ça. Disons, moi, quand j'ai vu que je commençais vraiment à m'investir dans l'IA, déjà, l'ordinateur que j'ai racheté, forcément, il était muni d'une carte graphique. C'était quoi comme carte? Là, j'ai une GTX 1070. Donc ça permet de faire en fait, ça me permet aujourd'hui, en fait, quand je vais sur sur des nouveaux modèles, de préparer le modèle, de voir que je peux le lancer, que ça fonctionne bien. Et dès que j'ai fait cette préparation sur mon ordinateur, donc j'ai quand même besoin de ma GTX, on va dire, pour faire cette préparation du modèle, pour pouvoir au moins lancer un petit batch pour voir que ça fonctionne bien, un petit entraînement sur le modèle. Et une fois que ça c'est fait, généralement je l'envoie sur le cloud pour utiliser un GPU avec plus de mémoire, quoi. Alors tu veux dire que tu utilises le cloud pour comment dire, réentraîner ton modèle avec un dataset beaucoup plus gros, ou tu l'utilises pour l'inférence? Non, en fait, j'utilise plus mon ordinateur, donc ma petite carte graphique, pour préparer le modèle, dans le sens où, donc pas d'entraînement, juste pour voir que le modèle il tourne bien et que mettre toutes mes métriques, les logs que j'aurais besoin une fois que j'aurai lancé l'entraînement, donc faire la préparation, lancer un petit entraînement pour voir que ça a l'air de fonctionner. Et une fois que je vois que normalement ça devrait fonctionner, là je l'envoie sur le cloud, où j'utilise du coup une vraie carte graphique avec plus de, enfin une vraie carte graphique, une carte graphique faite pour les data centers. Voilà, c'est ça. Donc on est sur plus de 15 on est sur du 15 Go de mémoire, donc c'est déjà beaucoup plus confortable que ma carte graphique qui est à environ 3 Go de mémoire. Super intéressant. Est-ce que tu utilises plutôt un GPU, ou ça t'arrive d'utiliser des GPU en parallèle? Alors je suis pas arrivé sur des use cases où j'avais besoin de faire du parallèle. C'est vrai que en fait, sur la plupart des modèles aujourd'hui il y a beaucoup de modèles aujourd'hui de deep learning, quand ils sont sur de l'état de l'art, tu regardes, c'est vrai qu'il y a des 100 GPU en parallèle, c'est des trucs de ouf. Donc généralement sur ce genre d'article-là de recherche, je me contente finalement d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, plus qu'après du coup de le reproduire de mon côté, notamment par rapport au prix déjà que ça me coûterait de lancer de tels trucs. Mais je pense que dans la recherche, tout le monde a un rôle. Et aujourd'hui, il y avait un super article qui parlait de ça, en fait, d'essayer de définir finalement les rôles que chacun pouvait avoir dans la recherche en IA aujourd'hui, malgré le fait que des fois pour lancer certains modèles, on avait besoin de grosses infrastructures. Et quand on regarde, c'est un peu vrai, c'est-à-dire que par exemple Google, ils vont entraîner leur modèle, ils vont entraîner ImageNet. On va réutiliser finalement le réseau, et du coup on va pouvoir le réutiliser sur des applications, et ça tout le monde peut le faire. Personne n'a besoin de 100 GPU pour pouvoir après réutiliser le modèle entraîné sur de l'inférence, ou sur des nouvelles images, ou sur un nouvel dataset. Et du coup, chacun a un rôle. Des grosses entreprises, leur rôle, ça va être de pousser vraiment la recherche, d'entraîner des modèles qui peuvent être utilisés. OpenAI, leur but, c'est de pousser la recherche vraiment sur de la recherche fondamentale, pour qu'ensuite certaines entreprises réutilisent cette recherche sur des applications concrètes. Et donc, voilà, des petites startups ont aussi un rôle à jouer, un rôle à titre individuel, on a un rôle, on peut réutiliser ça sur des trucs sympas, partager, faire monter des projets en utilisant les recherches qui ont déjà été faites. Donc malgré que tout le monde n'ait pas forcément accès à ces GPU, tout le monde a un rôle à jouer malgré tout. Donc en fait là c'est marrant parce que tu abordes un des sujets qui est, moi je trouve, assez méconnu du grand public. Tu es en train de parler entre autres de transfer learning. Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu peux démystifier un peu le transfer learning pour les éditeurs qui seraient pas habitués à ça? Transfer learning, c'est en fait un modèle de deep learning dans sa version dans la version de base, on va dire. On peut facilement être sujet à apprendre seulement un domaine. C'est-à-dire apprendre à réaliser qu'une seule tâche, ou à faire une prédiction en fait seulement sur un set de données qui a été le donné d'entraînement. Et l'idée en fait du transfer learning, c'est de pouvoir réutiliser l'apprentissage en fait qui a été fait sur un domaine pour pouvoir ensuite le réutiliser sur un autre domaine. Et c'est quelque chose que l'humain fait très bien, c'est qu'on est capable à chaque fois d'utiliser les connaissances qu'on avait déjà acquises sur par exemple un jeu pour pouvoir le transférer sur un autre jeu et directement être très bon sur ce jeu-là. Et ça, c'est pas intuitif pour aujourd'hui sur les algorithmes d'IA qu'on a aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui se fait vraiment facilement. Et il y a du coup énormément de recherches qui sont basées justement à réutiliser les connaissances d'un domaine vers un autre. Mais ça peut être aussi, dans le cas où je parlais d'ImageNet, ça peut être aussi un modèle qui a été capable de reconnaître plein d'images, et qui ensuite, on lui donne une nouvelle image, enfin un nouveau set d'images qu'il a jamais vu, et là il est capable directement, ce qu'on appellerait one-shot learning presque, avec un set vraiment
tout petit, de pouvoir apprendre directement les deux images, enfin les images qu'on lui présenterait. Et en fait, techniquement, comment ça se passe dessous, c'est que la dernière couche du réseau de neurones, le réseau de neurones empile des couches les uns après les autres, et la dernière couche, on va l'enlever, celle qui sert à classifier, à déterminer si c'est A ou si c'est B, on va juste enlever cette dernière couche, refaire passer un entraînement sur toutes les couches précédentes, et on va réentraîner juste cette dernière couche pour savoir si c'est, au lieu d'être A et B, on dira maintenant tu dois comprendre entre X et Y. C'est ça, ouais. En fait, il faut vraiment, j'aime beaucoup voir en fait un réseau de neurones, j'aime beaucoup le voir en fait comme une sorte de compresseur qui va essayer de créer une représentation à un moment donné. Du coup, si on prend le dernier layer d'un réseau de neurones, en fait, ça va être vraiment un vecteur qui va compresser toutes les informations dont il a besoin en fait. Et du coup, et on essaye de se baser sur ce genre de concept là pour faire du transfer learning en fait. Moi, j'aime bien utiliser l'analogie en disant que si tu as appris sur beaucoup d'images un réseau précédent, non seulement tu as appris à représenter un chat ou un chien ou je sais pas une voiture et une table, mais tu as surtout appris à reconnaître ce que c'est qu'un coin de table, ce que c'est qu'un bord, ce que c'est qu'un rond, ce que c'est que la notion de cercle, de cylindre, etc. Et finalement, c'est la proportion de ce que tu vas voir de coin ou de cylindre ou de rond. Tu vas dire tiens, il y a un peu plus de rond ici, qu'il y a un peu plus de cylindre là, et puis un peu plus de je sais pas moi de bord de ce côté-là. Et c'est ces ratios, cette matrice que tu parles compressée, qui finalement quand je vais voir une nouvelle image, je dis combien tu vois de rond, combien tu vois de cylindre, combien tu vois de bord, et je vais regarder dans mes colonnes et je vais dire là où je vois les mêmes proportions, c'est cet objet-là. Il a à peu près les mêmes proportions que ce que tu viens de voir, et je lis la valeur de ma ligne, et la ligne dit c'est un chien. Et je le vois un peu comme ça, où finalement c'est juste une matrice à la fin que tu lis, et donc du coup c'est transportable. C'est la magie du truc, c'est que ça peut tenir sur un petit téléphone, un petit Raspberry, c'est absolument magique. Ça c'est la magie du deep learning. C'est ça. Et alors du coup comme on y vient, on parle un petit peu de TensorFlow, enfin on parle un petit peu de deep learning, donc forcément TensorFlow et MixNet, Onyx, etc. Me pose une question, t'es plutôt Python ou t'es plutôt Java? Je suis. T'es Python? Je suis Python only. Mon respect vient de tomber, je suis désolé. Et en deuxième lieu, du coup, comme j'ai fait dans le navigateur, j'ai fait du JavaScript. Enfin, donc je suis plus TypeScript, on va dire, pour être un peu plus précis. Mais voilà, Python et TypeScript quand j'ai besoin du coup de faire un peu de web. Ok, excellent. Et qu'est-ce que tu vois toi donc, vu que tu étais principalement dans les environnements de recherche, c'est du Python que tu voyais dans les environnements de recherche? Je suis assez à l'aise sur le Python parce que clairement, il y a jamais un moment en fait où je suis tombé sur un truc ou sur une implémentation d'un papier de recherche ou sur un projet où je me suis dit mince, c'est un langage que je pratique pas forcément souvent quoi. À chaque fois je suis tombé sur du Python quoi. Donc après il y a beaucoup de trucs qui sont des fois en Lua aussi qui sont intéressants à regarder. Java, j'en vois moins. Alors, est-ce que j'ai du coup une vision peut-être un peu biaisée dans le sens où moi je recherche que des trucs qui sont sur du Python, mais c'est vrai que quand c'est pour du Java, je tombe rarement sur des trucs d'IA qui sont faits en Java. Non, il y a quasiment personne qui fait du Java, je te rassure, c'est pas juste toi. Je disais ça pour te chambrer, effectivement. Non, c'est Python essentiellement, même tu vois à peu près la plupart des choses, c'est Python, ou sinon après t'arrives directement dans le hardcore avec du C, des machins, où les gens vont aller directement coder dans du CUDA et des choses comme ça. Alors je parle pour CUDA, mais ça pourrait être autre chose, du FPGA sur d'autres technologies, mais effectivement on voit pas trop d'intermédiaires. Et puis comme aussi finalement on parle beaucoup de proximité avec le hardware, où au final le Java est quand même une virtualisation, il y a une couche de virtualisation assez importante, donc il y a beaucoup moins de bénéfices on va dire que d'aller taper directement le hardware. C'est d'ailleurs un des problèmes qu'avait Nvidia. Python est quand même un langage qui reste assez simple, je pense plus abordable que le Java. Et c'est vrai que des fois, quand on veut se focaliser plus sur l'algorithme et par exemple rapidement comprendre un nouveau projet et du coup regarder le code, c'est souvent beaucoup plus facile d'aller regarder du Python pour pouvoir comprendre rapidement l'algo qui a été implémenté plutôt qu'aller regarder du Java. Je vois pas de quoi tu parles. Un main de Java pour Hello World, ça te prend déjà une demi-page. J'adore Java, mais c'est vrai qu'il y a des choses un peu verbeuses, quoi. Et je pense que c'est aussi, c'est ce qui est super avec le Python, c'est que par exemple, on a des super applications comme les Jupyter Notebook qui permettent de partager en fait ce qui a été créé sur un projet
finalement, et tout le contenu tient sur une page où on peut inclure du texte, des graphiques, pour vraiment expliquer l'algorithme qu'on a créé. C'est vrai que des outils comme Jupyter, ça a juste révolutionné l'approche éducative. Hein, c'est ce que tu exprimais, et puis c'est ce que tu préconises, c'est d'y aller avec des Jupyter Notebook pour bien voir les steps, reproduire. Ce qui est marrant, c'est que la partie Jupyter, elle est même pas utile. On pourrait croire que c'est simplement un outil d'éducation, mais en fait, il y a par exemple Netflix. Ils l'utilisent complètement dans toute leur stack de développement. C'est qu'ils ont du coup à chaque fois qu'il y a des nouvelles données qui arrivent finalement, automatiquement ils lancent des notebooks, des Jupyter Notebooks qui avec toutes les données en fait dont ils ont besoin, et du coup dès qu'ils ont besoin un peu de faire de l'introspection sur leurs données, tout est déjà prêt, ils ont leur notebook et ils l'utilisent en fait en interne. Alors eux, ils ont un peu hacké le truc parce que je les ai vus effectivement, les mecs de Netflix, tu parles de Interact, Peppermill et tout ça. Ouais, non mais là c'est un niveau absolument incroyable d'automatisation qu'ils ont mis en place. Je sais pas si à la base c'est fait pour ça, mais c'est Je pense, non, comme ils le disaient, en fait, c'est vraiment pas fait pour ça. Ils l'ont vraiment adapté à leurs besoins. Mais je trouve en fait super en fait à quel point un simple outil, un outil aussi simple à la base en fait, peut se révéler aussi utile. Et je trouve que c'est assez symptomatique de nous, ce qu'on voit chez nos clients, et puis en règle générale même dans l'industrie, c'est que le métier s'approprie de plus en plus les outils IT et plus en plus de compétences pour je dis ça hacking dans le sens pas hacker au niveau sécurité, mais hacking dans la façon de penser. C'est je vais détourner un outil pour le rendre adapté à mon usage, et Peppermill c'est un super bel exemple où les mecs vont pas se dire je vais monter une usine à gaz IT et voir quel est le meilleur produit machin. Ils prennent un truc qui marche, puis ils font de la plomberie, etc. Et puis au final, tu regardes Peppermill et Interact, c'est absolument incroyable la manière dont ça s'orchestre. Je pense que c'est assez révélateur, c'est d'être pragmatique sur les outils. C'est tellement simple maintenant les outils que c'est beaucoup une histoire de plomberie. Ouais. Et Netflix, franchement, leur truc est juste magique. Et chapeau à eux, et puis chapeau aussi à la fondation Jupyter là, parce que c'est vrai qu'ils savent bien s'entourer, ils savent bien pousser leurs produits dans ces boîtes-là, et ils savent que c'est des gens comme Uber, comme Netflix, etc., qui vont faire grandir leurs produits, et faire profiter la communauté. Donc c'est vraiment vraiment génial. Peut-être qu'on en invitera des gens de Jupyter, s'il y en a qui répondent à cet appel. J'en ai quelques-uns en tête. Ce serait vraiment super. Ok, c'est cool. Alors c'est quoi toi pour la suite? Qu'est-ce que ça va être la suite pour toi? Alors pour la suite, comme j'ai dit là, je vais rejoindre Samsung en mars prochain. Donc je vais faire de la recherche en machine learning dans leur équipe, et ensuite moi je vais surtout continuer sur de la recherche. Donc j'aime bien en fait la frontière entre la recherche et l'ingénierie. Donc appliquer directement ce qui vient de la recherche, essayer finalement c'est aussi de la recherche en fait, de prendre ce qui est dans la recherche et essayer de l'appliquer au monde réel. Et du coup c'est toute cette partie là en fait que j'adore, c'est faire sur l'application du monde réel. Donc moi je vais sûrement continuer là-dessus. Ce sera peut-être sur de renforcement, mais ce sera peut-être sur autre chose. J'aime bien en fait explorer vraiment tout ce qui touche à l'IA de manière générale. Donc j'ai pas forcément de limitation pour le moment. Je vais voir où ça va. Je sais pas encore où je vais aller. Mais ça va, t'es encore jeune, t'as encore un petit peu de temps. Est-ce que tu nous rassures pour nous dire que tu vas continuer YouTube? Ah oui, je vais continuer. Voilà, je vais reprendre là dans les prochains mois. Ça va y aller beaucoup. Je vais ouvrir une nouvelle chaîne normalement avec une amie à moi qui travaille beaucoup, qui a 42 et avec qui je travaille beaucoup sur plein de sujets. Et du coup là, on va aborder plus des sujets de société, donc un peu des podcasts qu'on est en train de faire, mais beaucoup plus orienté sur justement de la sensibilisation comme je parlais au début. Et je vais aussi pas mal continuer avec ActuIA, donc à essayer de faire de la collaboration avec ActuIA qui fait vraiment un super travail. J'aime beaucoup ce qu'ils font, et du coup on va essayer de continuer là-dessus. Cool, c'est super. C'est pareil, ActuIA appel à contribution, mais c'est vraiment génial. Et puis on te reverra probablement dans nos podcasts aussi. On t'invitera pour des commentaires d'actualité. Ça sera avec plaisir. C'est top. Dans tous les cas, je te remercie pour ton temps. Je te souhaite bonne route. À la prochaine. Ouais, à la prochaine. Allez, salut, ciao.